c'est le moment d'accueillir notre invité et de souhaiter la bienvenue à Mathieu Bablé. Voilà, bon, Donc on, One on Cops bouge plus. pour info, a pris la couverture limitée Mommy Folly. Parce que je pense que c'est un collectionneur. Est-ce que tu Voilà, et qu'il n'a confirmes, pas One résisté. Cops? Il n'a pas dû résister à l'opportunité. Alors, je vais nous mettre un peu plus grand parce que Discord continue de faire des siennes. Je ne Voilà. peux pas mettre notre invité en grand. Vas-y, moi ça me permet de parler, de rebondir sur Garfield, qui dit que la couverture de la Fnac est sympa pour le clin d'œil à Shangri-La. Euh, C'est vrai. c'est un- donc c'est quelque chose. Donc tu valides, c'est un petit plaisir que tu t'es fait pour cette couverture-là, Mathieu. Oui, oui, oui. Bah, autant en fait la couverture régulière, il y a toujours un enjeu très précis à réaliser une couverture. C'est d'ailleurs toujours très très compliqué parce qu'il faut à la fois qu'elle résume l'entièreté de l'album, qu'elle se détache des autres bouquins qui sortiront en même temps et en plus voilà doivent éveiller une forme d'intérêt, alors que sur les couvertures variantes, bah voilà, j'étais beaucoup plus libre. En tout cas, il n'y avait pas de directive précise de la part de l'éditeur, donc là, typiquement, effectivement, le clin d'œil à Shangri-La me faisait plaisir. Hmm. Eh bien écoute, bienvenue Mathieu. Merci d'être avec Mm. nous ce soir. On va évidemment beaucoup parler de Salut Jenny, peut-être rebondir, ça dépend un peu du chat, ça veut dire, sur quelques références qu'on a entreaperçues dans l'album. Alors dites-nous le chat, est-ce que vous avez envie d'être un peu, beaucoup ou pas du tout spoilé ce soir? Jusqu'à quel point on peut parler de l'album? Parce que nous avons eu la chance de pouvoir le lire en avant-première. Et évidemment, on a des questions sur tout l'album. Alors, c'est à vous de nous dire jusqu'à quel point vous avez envie qu'on divulgâche ou pas. Alors, pour commencer, en attendant les questions du chat sur lesquelles tu nous informeras, Yannick, Oui. Salon Jenny, c'est le récit d'une chercheuse en quête des dernières traces ADN des abeilles afin de reconstituer une population de pollinisateurs. Alors ça, c'est le pitch auquel on a eu droit quand il y a eu l'annonce de l'album. Est-ce que tu peux nous faire un pitch un peu réactualisé maintenant qu'on s'approche de la sortie, puisque l'album sort le 15 octobre? Oui, oui. Alors, il y a des choses qui changent pas, mais effectivement, le titre Silent Jenny, donc, c'est un récit post-apocalyptique avant tout. C'est un récit post-apocalyptique qui nous emmène loin dans le futur, à une époque où effectivement on a assisté à divers effondrements, et notamment à l'effondrement de la biodiversité. Et donc, il y a tous les paysages sont désolés, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, il n'y a plus d'insectes et d'animaux de manière générale dans l'histoire. Et Jenny, en fait, elle est en quête surtout du monde d'avant, c'est-à-dire la quête des abeilles et la quête du matériel génétique qui permettrait de les cloner. C'est surtout la garantie, ou en tout cas l'espoir, de retrouver un monde qui de toute façon n'existe plus à l'époque où elle habite. Et ça rentre un peu en confrontation avec la communauté avec laquelle elle vit, qui vit dans une monade, donc qui sont des espèces de villages motorisés complètement autonomes qui, euh, qui avancent continuellement et qui essayent surtout de créer des nouveaux modèles de société. Donc la monade qu'on voit sur la couverture là qu'on vous présente, c'est à ça que ça ressemble. Alors ça peut avoir plein de formes différentes. Une monade, on va revenir au fur et à mesure sur justement la technologie, l'univers que tu as dû construire. Déjà sur le plan graphique, on te connaît beaucoup pour des univers très, très urbain, avec énormément de lignes directrices, de points de fuite, de jeux de perspective aussi dans le bâti que tu construis. Je crois savoir que c'est quelque chose qui t'amuse plutôt de faire ce genre d'univers. Là, ça change, puisque finalement, on a peu de bâtis et beaucoup de plaines désertiques. Ça a été peut-être un challenge moins agréable, désagréable de tester ce nouveau paysage, ce type de nouveau paysage. Bah, j'ai dû tricher du coup. Effectivement, je savais qu'il allait y avoir assez peu d'architecture, et effectivement on est à la base en fait sur un monde très très horizontal. Donc il y a pas il y a un travail de la texture, notamment sur la roche, sur l'aspect minéral voilà, qui me permettait quand même d'apporter du détail et de la diversité à ces plaines désolées. Et puis après voilà, moi j'ai mes deux excuses pour continuer à faire de l'architecture, ou en tout cas
à faire des décors un peu en verticalité. Il y a les monades dans un premier temps, voilà, qui me permettent de vraiment proposer un fourmillement d'éléments sur ces espèces de bâtisses motorisées. Et il y a tout le concept de l'inframonde qui, bah, pour le coup, même si on n'est pas sur de l'architecture pure, bah, me permet voilà, d'évoquer des cités un peu construites sous terre et puis d'aller ouais, dans de la verticalité et m'affranchir un peu des limites du monde que j'ai créé à la base. Hmm. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces limites, de ce monde que tu as conçu? Alors, c'est un monde avec plusieurs dimensions, peut-être qu'on va y revenir plus tard. Pour moi, ça fait partie des éléments vraiment importants et surprenants du récit. Donc, j'hésite à spoiler cet aspect-là. Mais on a beaucoup de questions, à vrai dire, autour de cet aspect-là aussi. Donc, peut-être qu'au fil de la conversation, ça viendra. Mais justement, tu as forcément eu des contraintes dans l'univers en question. Est-ce que tu peux détailler un peu ces contraintes que tu évoques? Ouais, alors déjà il y avait donc cette envie de s'inscrire dans une SF beaucoup plus lointaine et moins réaliste que ce que je m'étais imposé avec Shangri-La et Carbone et Silicium, pardon, où j'avais été contraint un petit peu par le côté très contemporain des récits, où finalement c'était de la SF ouais, très réaliste, et Carbone et Silicium ça se passait sur les dizaines ou centaines prochaines années. Donc là il y avait quand même cette idée de créer un monde, ce que j'avais pas fait jusqu'à présent, inventer des factions, des véhicules, des vêtements, enfin voilà, essayer d'avoir quelque chose d'un peu exhaustif et puis de trouver un langage propre à cet univers. Et, euh, et c'est vrai que sur les contraintes, c'était à la fois montrer des paysages désolés, parce qu'on est dans le genre du post-apocalyptique, et pour autant essayer de s'éloigner de l'esthétique d'un Mad Max, par exemple, qui est un peu le maître étalon en la matière. Et donc d'avoir quelque chose ouais, de fourmillant avec des personnages qui ont des costumes autant inspirés ouais, de la SF que presque du Moyen-Âge pour certains aspects. Enfin, je pense notamment aux pénitents avec leurs espèces de toges, etc. Qui sont une Et caste, une ouais, population qu'on fréquente au fil du récit. ouais, exactement. Et avec cette idée de ne pas en raconter trop, justement, enfin, d'être assez mystérieux sur la nature ou les objectifs de toutes les personnes, enfin, de tous les personnages qu'on va croiser dans le récit, pour plus renforcer l'ambiance que la compréhension même de l'univers qu'on est en train de lire. Hmm. Alors, sur l'univers, je crois que Damien, tu avais une question spécifique aux monades, notamment. Ouais, je me posais la question de tes influences pour créer ces monades, parce que c'est quand même des... Alors, tu vas peut-être expliquer ce que c'est déjà dans un premier temps, pour pas trop non plus que je spoil, mais comme tu as expliqué que c'était un univers qui était horizontal, les monades, c'est un peu des gros objets. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes influences? Parce que moi, j'en ai vu quelques-unes, mais est-ce que tu peux nous les dire, s'il te plaît? Ouais. Euh, alors, bah, donc les monades, ce sont donc des véhicules en mouvement, bah, alors fortement inspirés, je pense de manière assez évidente par le château ambulant, dans ce Mhm. côté un peu justement fourmillant de détails, et puis fait de plein de petites structures qui s'amoncellent les unes sur les autres. De manière un peu plus réaliste, c'est aussi les excavatrices géantes qu'on peut trouver. Enfin, je veux dire aujourd'hui, enfin, dans notre monde à nous, quoi, D'accord. et de manière générale, les engins de chantier faits en tôle avec des boulons et des vis apparentes à l'extérieur. Donc c'est surtout ça, sachant qu'au-delà voilà, du graphisme, moi ce qui m'intéressait, et c'est un peu tout le propos de l'album, ce sont des machines qui ne s'arrêtent jamais, donc qui sont vraiment en continuel mouvement, parce que c'est ce que les personnes qui vivent à l'intérieur ont trouvé comme solution pour échapper un petit peu au reste de société qui existe encore et qui s'apparente à notre Hmm. société à nous. Oui, il y a un vrai risque, on va peut-être pas le détailler, mais il y a un vrai risque effectivement si la monade s'arrête. Ça me fait un peu penser maintenant que tu l'expliques au transperce-neige. Est-ce que tu y avais pensé ou ça n'a rien à voir?
Alors, disons que ce personnage, j'ai essayé. Si mes monades sont pas sur rail, c'est précisément pour pas faire comme le transpersonnage, c'est plutôt dans ce sens-là, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu fais un récit SF avec des rails, invariablement, tu vas te retrouver dans cette esthétique-là. Donc, c'était plutôt un truc dont il fallait que je me détache sciemment pour pas faire trop de parallèles. Mais c'est le côté qui ne s'arrête jamais qui me fait penser à ça. Mais effectivement, en le lisant, j'y avais pas pensé d'emblée. Et l'aspect effectivement de ne jamais s'arrêter vient de m'y faire penser. Tout à l'heure, tu as parlé de caste. On a un peu l'impression que chaque élément architectural de, du récit fait référence à un groupe social que tu as essayé d'explorer dans différentes directions. Euh, j'aimerais bien ne pas trop détailler. On parlait de peuple souterrain tout à l'heure, on a évoqué les pénitents. Est-ce que par exemple on peut parler du Cherche Midi, qui est la monade qu'on voit sur la couverture, et de Pyrocorp? Ouais, donc Pyrocorp, pour commencer, c'est ce qui reste de notre société. Donc c'est encore un fonctionnement très centralisé et très administratif, euh, à la limite de l'aliénation un peu bête, quoi. C'est les scènes d'humour, elles sont plus de ce côté-là, d'ailleurs dans le récit. Et donc c'est un peu l'emblème de la centralisation. Pyrocorp est symbolisé par une tour très verticale et très immobile. Et on sent, on pourrait sentir la naphtaline en lisant les pages, tellement c'est quelque chose on sent que ça ne bouge pas, que les gens qui y travaillent sont dans leurs petites habitudes. Et donc c'est vraiment l'opposé, l'opposé de la monade, du cherche-midi et des monades en général, qui sont plus ou moins des ZAD mobiles, donc des lieux où on crée une autre forme de société, où on essaye d'être en lutte contre cet immobilisme-là qui a causé, en tout cas dans leur esprit, la fin de la civilisation passée. Et donc là, en l'occurrence, dans le Cherche-Midi, il y a une trentaine de personnages qu'on va croiser et qui, chacun avec leur fonction, vivent à l'intérieur et font fonctionner cette espèce de gros monstre de métal. Hmm. Alors de métal, mais aussi de plantes, puisque on voit qu'il y a quand même des résidus de laboratoire qui essayent de faire pousser des choses. Euh, donc c'est loin d'être simplement tout gris. En tout cas, c'est pas la sensation que j'ai eue en découvrant le Cherche Midi. Il y a quelque chose que j'ai trouvé assez touchant avec justement cette ZAD mouvante, c'est que à un moment donné, tu expliques que c'est que chaque monade est une identité propre et qu'elles ne sont pas en contact les unes avec les autres. Je trouvais ça très très intéressant. Elles font société dans leur sein. Et ça te permet d'aller un peu plus loin sur certains aspects de société. Et là, j'aimerais rebondir sur une question qu'on s'est posée avec Claire, sur justement les sujets qui font un peu débat dans notre société actuelle. Claire, je te laisse poser cette question comme bon te semble. Ouais, ouais, puisqu'aux alentours de la page 80, se pose donc avec la grand-mère de l'héroïne la question de la fin de vie, donc chez les habitants de cette monade, et on parle de choix éclairés pour mettre fin à ces jours par injection, avec le choix d'une célébration pour éviter la douleur des adieux et profiter des derniers instants. Et là, on voit ce personnage qui dit avoir toute sa tête et être encore capable de prendre cette décision. Et pourquoi avez-vous voulu aborder la thématique de la fin de vie dans cet album? Alors, là, typiquement, effectivement, cette séquence est hyper importante dans le récit. Moi, elle m'a évoqué deux choses, c'est-à-dire que, en fait, montrer un village ou en tout cas des gens qui essayent de créer une société différente, c'est aussi savoir ce qu'ils vont faire de leurs enfants et surtout savoir ce qu'ils vont faire de leurs vieux. Aujourd'hui, on a très peu de place dans notre société pour les vieux
ils finissent souvent en EHPAD et tels des gens qu'on veut plus, voilà, qu'on n'arrive plus à intégrer au sein de la société et même au sein de nos familles. Donc montrer quelqu'un qui était à un âge avancé, à un âge à un âge enfin, proche de la mort, c'était aussi montrer comment cette personne-là était intégrée au sein de sa famille, au sein de la monade. Et globalement, pourquoi traiter spécifiquement en plus de la fin de vie? Parce que bah, déjà, c'est une thématique qui est très très actuelle aujourd'hui. Enfin, on en parle d'ailleurs en ce moment même. Et, euh, et pour moi, en fait, Shangri-La, pardon, Silent Genie, c'est un récit très post-Covid, en fait. Dans le sens où, avec le Covid, on s'est rendu compte que si on imaginait un monde qui était en train de s'effondrer, euh, dans notre imaginaire, on a souvent le réflexe, tu vois, de penser au survivalisme, de penser que la pénurie, elle sera dans les magasins, elle sera dans les aliments ou les denrées dont on a besoin. Et en fait, avec le Covid, on s'est aperçu que le problème de l'effondrement du système de santé, alors qui n'est pas spécifique d'ailleurs seulement au Covid et qui est quelque chose qui se dégrade pardon, année après année, enfin, nous montre que imaginer un monde du futur où il y a l'effondrement, c'est aussi imaginer un monde où il n'y a plus de système de santé et où donc on aurait un rapport à la maladie, parce qu'il est question de ça aussi dans, dans Silent Génie, mais aussi à la mort différent. Et donc là, spécifiquement, le choix éclairé de cette personne âgée, il trouve la limite, et c'est ce qu'elle dit, dans le fait que de toute façon, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que plus de système de santé, donc la société telle qu'elle est dans le monde dans lequel elle vit, bah, de toute façon, l'empêche d'envisager autre chose que mettre fin à ses jours pour, en gros, ne pas freiner la monade. Et alors, ce qui est particulièrement bien fait, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle fait donc ce choix, mais qu'elle va être entourée. Et ce qui fait que ce moment qui aurait pu être un moment de pure solitude devient un moment de départ avec entouré de proches et devient un moment très humain. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'était le but. C'est un truc. Enfin, de toute façon, moi, j'arrive à l'âge enfin, voilà, où je perds mes grands-parents, comme tout le monde à cet âge-là. Et c'est vrai que, enfin, là, ça parle plutôt enfin, c'est vraiment le sentiment personnel, quoi. Enfin, ne serait-ce que d'avoir la chance de pouvoir dire au revoir aux gens qu'on aime et aux personnes âgées, c'est déjà un luxe énorme. Et il y aurait probablement quelque chose à faire pour que ce moment, aussi grave soit-il, soit un moment qui soit pas solitaire, quoi. Ouais, effectivement, ça c'est quelque chose qui me travaille en tout cas. J'ai J'avais envie de une rebondir. question. Ah, pardon, pardon. Vas-y, Yannick, je t'en prie. Ça sert à quoi, monsieur, qu'on se mette des messages pour se dire est-ce que je peux prendre la parole? Mais oui, Il ne le dit vas-y. pas. Non, Mathieu, j'avais une question. En fait, j'avais envie de rebondir sur ce que tu as dit. Carbone et Silicium sort pendant l'année 2020. Quand tu quand tu veux écrire Silent Genie, est-ce que tu as déjà des choses écrites avant? Parce qu'on imagine bien que l'album, il est fini, Carbone est fini avant ça. Ou est-ce que toutes tes idées se sont développées justement dans cette société post-Covid, après ce moment qu'on a tous vécu? Oui, oui. Alors, souvent, en fait, les prémices d'un album, je commence à les travailler vraiment à la fin de l'album précédent. Donc, effectivement, moi, Carbone et Silicium, quand il y a eu le Covid, j'étais en pleine couleur, ce qui est en plus une tâche assez mécanique et répétitive. Donc, j'avais vraiment loisir à penser à la suite. Donc, les concepts forts sont arrivés à ce moment-là. Mais effectivement, le reste de l'écriture, principalement, s'est vraiment déroulé à partir de 2021, quoi, plutôt. Donc vraiment en post-Covid. Et de manière générale, il y a même des moments, des scènes que je me suis gardé, quoi. C'est la première fois. Souvent, quand j'écris un scénario, je suis très très carré. Je fais le début, le milieu, de la fin. Et dès que j'ai tout, je commence le dessin. Et pour Silent Genie, j'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi parce que c'était de un trop complexe et puis de deux, il y avait des thématiques qui étaient, je pense, sur lesquelles j'étais trop proche. Enfin voilà, pour avoir un recul nécessaire et notamment toute la scène avec la grand-mère et la scène de fin où Jenny se retrouve toute seule, voilà, sans spoiler. Ça, ce sont des scènes que j'ai écrites et dessinées vraiment à la toute fin de l'album. Je me suis gardé pardon, ces scènes pour être sûr que voilà qu'elles puissent mûrir dans mon esprit pendant des mois et avoir la meilleure version à la fin.
je rassure, je te remercie, hein, et je rassure les viewers, en parlant de cette séquence avec la grand-mère, on est resté très en surface des Ah véritables oui, enjeux de la scène, voilà, pour ne pas vous gâcher la lecture. ah oui. Voilà. Et Donc voilà. avant Vas-y. que je rebondisse, puisque j'ai une transition toute trouvée, est-ce que Matt, tu veux poser la question sur laquelle on t'a coupé la chic il y a 2 secondes? Alors, tu es Lui, il mute, s'est donc auto-coupé la chic. tu t'es auto-coupé la chic, tu Faut es que tu mute, remettes ton micro. Matt. Faut que tu rebranches ton micro. Pardon, c'est parce que je m'entends moi, évidemment, et je me dis, mais tout va bien, mais en fait, Mais oui, non, rien ne va oui, bien. oui. La Alors, chance d'avoir ça, non, un non, retour son. c'était une petite. Je sais qu'on a abordé vraiment pas mal de choses très profondes liées à l'album. J'avais une toute bête question par rapport à un élément que j'ai vu dans l'album. Donc, c'est vraiment un truc un petit peu genre pointu ou quoi, mais qui m'a fait vraiment sourire. Et je voulais savoir si c'était volontaire, Mathieu, de ta part. C'est au début de l'album, enfin, au début, autour de la page 70 pour les Français, donc 70 en Belgique, hein. Mhm. C'est exactement page 63. Voilà, donc on a en fait un petit descriptif ici. Donc c'est un petit peu comme un mode d'emploi qui nous est expliqué par rapport à la combinaison que porte Jenny. Et tout en bas, c'est pas un spoil du coup, mais c'est indiqué. Alors pour toute malfonction, prière de vous rendre au guichet A38. Je voulais savoir si c'était une référence à Astérix et aux Ah, deux bien sûr. travaux. Oui, tu confirmes. Voilà, je Oui. voulais juste avoir la confirmation. Voilà, Ouais, Bravo, c'est c'était pointu. ouais, mais je pensais poser c'était quelques juste la petite questions. question. J'essaie de retrouver l'illustration en question. Bon, qui viendra un peu plus tard, mais peut-être des références à. J'ai cru voir une référence aussi à. Alors à Akira, mais peut-être que je me plante complètement sur celle-là. On voit... Alors si tu oui, vois le oui. Bah, live, Alors attends, elle n'apparaît pas encore à l'écran. alors, Akira, plus spécifiquement, c'est celle où Jenny marche devant la tour. Oui, voilà. ouais, Oui. ah ouais, Ah oui, celle-là. pardon, on n'était peut-être pas Ouais, raccord. c'est là. Oui, oui, c'est Oui, bien. non, Oui, c'est oui, ah que bah moi oui, oui. je la vois avant tout le monde, je triche. Et Oui. alors j'ai une question pour laquelle on va rester extrêmement évasif. J'ai, sur les dernières pages, perçu des références à Nausicaa de la vallée du vent. Je voudrais savoir si c'est juste ou pas. Oui, oui, oui. Alors, Bah, alors, l'enjeu, c'est probablement que j'ai l'impression que dire pourquoi c'est une référence, ça divulgage l'ensemble de l'objectif du récit. Mais ça m'a paru très, très élégant, à vrai dire, et bien trouvé, mais faut la voir. Je pense qu'il faut la voir. oui, oui. Mais parce que de manière générale, oui, je pense que Nausicaa, enfin justement, dans cette volonté de se dire, bon, je veux m'inscrire dans le genre dans le genre post-apocalyptique, mais je veux le faire en m'éloignant de l'imaginaire Mad Max, c'est Nausicaa en fait qui m'est venu en tête tout de suite, parce que justement, il y a un côté très le futur, alors un futur presque moyenâgeux, hein, bien sûr, mais un futur joyeux où il y a quelque chose d'enchanteur qui reste, quoi, et visuellement, il y a du beau dans ce que présente Miyazaki dans Nausicaa. Ouais, 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 pour le coup, c'est une référence assumée. Hmm. Je vais te poser une dernière question avant qu'on termine cette interview, parce que l'heure tourne malheureusement. Et bien sûr, Oh on non, en je aurait m'avais encore une plein autre à d'autres. poser, C'est moi. vrai. Bon, bah, si tu promets de la poser vite, alors peut-être que je te laisserai poser ta dernière question. Je pense qu'on peut pas parler de Silent Genie sans parler d'éco-anxiété. Euh, évidemment, euh, c'est, ça se ressent au fur et à mesure, de plus en plus fort. Ça vient de toi, ce personnage de Jenny, parce qu'on perçoit au fur et à mesure de tes albums euh, toujours des univers très post-apocalyptiques, mais une continuité de réflexion sur ta façon d'aborder l'apocalypse, la fin du monde et les solutions qu'on peut y trouver. Du coup, ce rapport à l'éco-anxiété du personnage de Jenny, comment tu l'as travaillé en fait voilà. Bah, je l'ai travaillé comme une réponse cathartique déjà à ma propre éco-anxiété, mais c'est vrai que je trouve, en fait, encore une fois, 2020 est une année très importante parce que au-delà de l'année du Covid, c'est vraiment le moment où on s'est dit, il y a le monde d'avant, il y a le monde d'après, et le monde d'après, en fait, il est jamais venu, quoi. Enfin, ça, on s'en rend compte, mais je pense que en 2020, il y avait encore cet espoir
qu'avec de la bonne volonté, on allait pouvoir changer les choses, courber la direction dans laquelle va notre monde. Et depuis lors, en fait, tout a été invalidé. Enfin, tu vois, on a dépassé il y a quelques jours, c'est quoi, la 7e ou 9e limite planétaire. On Septième. est... 7e sur 9. 7e, ouais, merci. Oui, voilà, c'est ça. On est, les plus 1,5 degrés, on les a dépassés. On se dirige vers plutôt un plus 3 degrés d'ici à 2100. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, l'écologie a l'air de n'être plus une priorité pour personne et surtout pas pour les Américains. Donc en fait, il y avait ce constat d'échec, tu vois, de se dire, ouais, moi avant 2020, je pensais que j'y croyais un peu, et puis après, plus du tout. Et en fait, du coup, tout le message de Silent Genie, en tout cas, moi, tout mon processus créatif c'est de partir de ce constat d'échec qui est un peu celui de Jenny, quoi, qui vaille que vaille continue à avancer, mais dans un monde qui est déjà terminé. Et pour autant, avec cette envie de se projeter vers le futur, quoi, aussi sombre soit-il, mais en tout cas avec de l'envie et de la détermination à essayer de créer quelque chose de beau au milieu de tout ça. On va laisser la parole au chat et puis peut-être Matt, après tu pourras poser tes 2 petites questions. Moi je me tais et Yannick, fais-toi le relais de nos viewers s'il te plaît. Complètement. Alors Mathieu, dont on sent qu'il est quand même bien plus habitué à Twitch que nos précédents invités, avec tout l'amour que j'ai eu pour nos invités, donc a déjà commencé à répondre. Donc OneCops avait demandé si les couvertures spéciales qui sont sorties sont des images tirées de l'album ou des illustrations originales. Non, des illustrations originales, oui, c'était... quand même, oui, j'étais un peu obligé, ça. Ça, c'était important pour toi que chaque couverture ait vraiment sa particularité. Oui, et puis ne serait-ce que en plus même parce que ça me faisait envie justement avec la couverture Mommy et la couverture Canal BD, si je dis pas de bêtises, on peut voir Jenny sans sa combinaison et d'un peu plus près. Donc en fait chaque couverture montre un pan un peu de l'histoire ou en tout cas du personnage principal sous un jour un peu différent. Donc c'était ça me permettait qu'il y ait quand même une justification à ces 5 couvertures et que chacune apporte quelque chose à l'univers. Je te remercie. Et Garfield 3545, tu avais commencé à lui répondre, demander si les musiques du vinyle The Toxic Avengers Inframonde seront disponibles sur une plateforme en streaming. Est-ce qu'on peut lire la BD en écoutant une en particulier, une chanson? Puis donc il y a donc une bande-son qui a été développée, il y a un EP qui est disponible, qu'on peut acheter. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette collaboration, sur cette envie de produire un univers sonore pour cette bande dessinée? Ouais, alors, moi je me sens hyper chanceux parce que en fait, Toxic Avenger, ça fait un moment qu'il bosse avec le label 619 de manière générale et avec Run en particulier, vu qu'il avait fait la bande son du film Moutafekaz. Et donc il lit nos BD de manière générale. Et déjà pour Carbone et Silicium, je lui avais fait lire le bouquin en avant pour le faire lire, quoi. Il avait beaucoup aimé l'univers et il avait fait 6 titres pour Carbone et Silicium. Et donc rebelote là pour Silent Genie, d'autant plus qu'on avait parlé un petit peu des thématiques du bouquin en amont et qu'il y avait des trucs qui lui parlaient vraiment. De telle sorte que c'est pareil, au moment où j'ai eu l'album en noir et blanc avec les dialogues, je lui ai envoyé. Et pour le coup, c'est un univers qui lui a vraiment parlé. Alors, il y a beaucoup de discussions en amont sur moi, ce que je m'imagine de la bande son, quelles sont un peu les sonorités que je verrai. Et après, je laisse faire, parce que bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que je m'initie un peu plus que ça dans son travail. Et donc là, spécifiquement sur Silent Genie, il a fait 11 titres, donc c'est presque un album. Et 11 titres où on en arrive à retrouver à la fois le côté un peu industriel de la monade, le côté très administratif. Il y a une grosse influence des backrooms en plus dans la tour Pyrocorp, donc il y a ce côté-là aussi qui transparaît. Et pour répondre précisément à la question de Garfield, effectivement, en fait, chaque titre, déjà l'album est à écouter de manière chronologique et chaque titre
Voilà, on commence avec les microïdes parce que les 15 premières pages nous montrent Jenny en microïde plongée dans l'inframonde. Ensuite, le deuxième titre, c'est le Cherche Midi parce que on a une vingtaine ou trentaine de pages avec le Cherche Midi. Donc, chaque titre de l'album correspond à une section de l'histoire, et normalement, en lisant le titre, pardon, on comprend à peu près quand il faut l'écouter. On a À ouvrir la alors, playlist. Et on a encore des questions de chat, Yannick? et oui, tout à fait. One Cop, c'est très manifestement attendait la sortie avec impatience. Il dit que sur Instagram, Mathieu, tu as expliqué que tu avais beaucoup travaillé sur les couleurs et les textures avec de nouvelles techniques par rapport à tes ouvrages précédents. Est-ce que tu peux développer un petit peu en quoi tu as travaillé différemment le dessin? Ouais, alors il faut savoir, donc moi j'ai un peu changé de technique pendant Silent Genie, c'est-à-dire que je suis passé au tout numérique en milieu d'album parce que je m'en sortais pas, c'était beaucoup trop long et il fallait à un moment que les planches avancent, sans quoi j'aurais terminé l'album en 2027. Et du coup, en passant sur une grosse synthique, voilà, j'ai vu que je gagnais énormément de temps et surtout que je gagnais énormément de temps à la couleur. De telle sorte que, en fait, jusqu'à présent, sur mes précédents albums, je me donnais 6 mois pour la couleur en fin d'album et j'avais vraiment cette obligation d'efficacité qui faisait que bon, j'en suis content, mais qu'avec Silent Genie, j'ai pu me poser un peu plus et du coup travailler les planches un peu plus de manière picturale, donc vraiment avec des brushes numériques pour le coup, mais essayer de m'inspirer de la peinture, notamment parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de grosses doubles pages avec des paysages énormes et la monade en tout petit par exemple dans un coin. Donc je me suis assez inspiré de la peinture romantique. Et justement tous ces ciels très nuageux qui laissent passer des rayons de lumière et qui créent des variations dans les paysages en dessous. Et donc voilà, j'ai abordé en tout cas la couleur d'une manière plus picturale que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Écoute, merci. Je regarde. Eh bien, donc il y avait une référence parce que One Cop, c'est Otsuraya parle de Ishemima de Naleb dans une bande dessinée. Donc Naleb qui expliquait qu'il s'inspirait des tenues autochtones de peuples méconnus pour apporter de la diversité. Et manifestement, Otsuraya en a discuté aussi avec Naleb à Toulouse. Et voilà, donc il y avait. Est-ce que c'est un artiste que tu connais, toi, Mathieu, Naleb? Oui, et je trouve ça incroyable. Enfin, du coup, Ishimima est incroyable et de toute façon, le boulot de Jules est fou de manière générale. Donc oui, moi je suis très fan. Justement, dans le genre solar punk, son bouquin pour moi est maintenant une référence quoi, tellement il a su capter aussi de l'intérêt de ce que pouvait être l'ASF aujourd'hui. Donc c'est vraiment fantastique. Et plus précisément sur les costumes, effectivement, alors moi, il y a un côté très, et notamment chez les microïdes, là très spécifiquement, moi je me suis inspiré aussi des combinaisons de plongée, parce qu'il y a de la matière, parce qu'il y a des sangles, parce qu'il y a des trucs très proches de la peau et en même temps un peu bouffant, un peu large. Et spécifiquement sur les microïdes et les différents costumes microïdes qu'on voit dans l'album, ça a été les costumes de plongée. Et puis après, pour le reste, effectivement, pour essayer d'avoir un truc le plus varié possible, je suis allé piocher un peu dans tout. Ouais. Petite anecdote d'ailleurs sur Ishimima pour ceux qui suivent le magazine Social Terre. Du coup, Naleb a eu l'occasion de faire les illustrations des articles du numéro spécial, si je me souviens bien, sur justement écrire des futurs différents de ceux qu'on a dans l'imaginaire jusqu'à présent, plus positifs aussi en général, donc beaucoup autour du solarpunk. Magazine que je vous conseille à lire, en tout cas le numéro spécial est très intéressant et les illustrations de Naleb sont magnifiques. Est-ce que tu as une dernière question avant de terminer cette interview, Matt? Alors oui, c'est une question qui malheureusement sera un petit peu trop large pour que Mathieu, je pense, y réponde en 2 coups de cuillère à peau. Je voulais juste savoir quelles étaient un peu ses sensations à l'idée d'avoir terminé en fait une trilogie telle que la sienne. C'est un petit peu entre guillemets
la première œuvre d'une vie que tu réalises? Parce que c'est quand même pas rien d'avoir réalisé 3 livres pareils. Et je voulais juste savoir quel était ton état d'esprit. Alors, beaucoup de soulagement, hein, surtout, hein. Euh, ouais, non, non, c'était long. C'était long, je suis très content que ça soit derrière moi. C'est pour ça, enfin, tu vois, le bouquin n'est pas encore sorti. J'attends évidemment le retour des lectrices et des lecteurs parce que bah, c'est toujours important. Mais rien que le fait que toute cette trilogie soit derrière moi et que je puisse passer à autre chose, c'est quand même chouette. Enfin, et puis notamment parce que Silent Jenny, ouais, c'était beaucoup trop long, là, 320 pages, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, C'est 46 pages de ouais, plus que Carbone et Silicium. ouais. Pardon. Et Anecdote. dernière chose, juste une petite anecdote. Je suis super content que tu aies fait. Alors, la première case que j'ai vue en référence au Backroom, pour moi, elle intervient page 37. Donc, les gens iront voir. Mais vraiment, je trouve ça super d'avoir Ouais. incorporé ça dans ta BD. Vraiment, très très chouette. Je pense que les lecteurs et lectrices auront l'occasion de voir des références un peu partout. On aura évidemment encore beaucoup de questions, notamment sur le fait qu'il y a une majorité de femmes dans ton récit plutôt que d'hommes, qui prend complètement le contre-pied aussi de tes premiers albums, qui fait un peu suite aussi à ce que tu as pu faire avec Midnight Tales et Midnight Order. J'avais des questions à propos des noms, des questions... Bref, encore une flopée de questions. Peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser en interview, notamment parce que tu es présent en festival prochainement. Est-ce que tu peux nous faire un peu Oui. le tour des festivals que tu as en octobre? Oh là là, c'est monstrueux. Enfin, voilà, en octobre, en termes de festival, en octobre spécifiquement, j'ai Saint-Malo et les Utopiales. Mais je serai présent aussi à Rennes, Deux entre fois, les tu seras deux. là. Ouais, 2 fois à Le Rennes. Rénois se manifeste. Je fais Bruxelles, Le Mans et Paris la première semaine pour la sortie. Et globalement, à partir de novembre et jusqu'à janvier, je fais toute la France. Normalement, il n'y a pas un endroit où je ne saurais pas. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'être resté d'ailleurs plus longtemps que prévu initialement. On est ravis et bien sûr pour nos viewers, vous pourrez retrouver l'interview normalement sans les petits bugs qui apparemment a eu à quelques moments en rediffusion sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Et ben, merci pour l'invitation, Merci à c'est un toi. plaisir. Merci Mathieu.